Ici par le pape François. Donc, à elle la parole. Merci, merci beaucoup. Et j'espère je pouvoir être cohérente, c'est-à-dire une rencontre de 900 supérieurs générales vient de se terminer. C'était une rencontre bien importante. Et là, c'est pour moi un plaisir de parler avec vous du thème de la protection contre les abus et donc dans la protection des mineurs, des vulnérables. Et donc, j'étais présente lors d'une rencontre du Vatican sur ce thème. Donc, j'ai fait quelques réflexions. Je suis irlandaise, même si j'ai vécu à Rome pendant plus de 20 ans. Et en Irlande, peut-être quelqu'un d'entre vous sait que nous avons dû faire face à la question des abus dans les instituts, donc abus sexuels, abus physiques, abus psychologiques. Et souvent, tant d'abus ont été commis dans les instituts religieux, surtout les instituts féminins, donc orphelinats, et aussi, par exemple, d'autres types d'instituts gérés par les sœurs. Et là, donc, il y a eu un scandale en Irlande. C'était là une période où, en Irlande, les enfants n'étaient pas écoutés. C'était là une période dans laquelle on n'était pas conscient de la Convention sur les droits de l'enfant. Mais là, j'ai appris quelque chose et nous avons appris quelque chose. Nous sommes responsables de nos comportements dans les instituts et même les comportements du passé sont jugés d'après les standards d'aujourd'hui. Donc, ce que j'ai dit à nos sœurs, c'est que votre comportement d'aujourd'hui sera jugé d'après les standards de 30 ans à venir. Donc, ce qui est acceptable aujourd'hui en termes de punition physique, par exemple, parce que la culture actuelle accepte cela, ne sera pas acceptable dans 30 ans quand les standards seront changés. Et donc, il y aura aussi donc des punitions prévues pour les comportements d'aujourd'hui. Donc, avant de venir ici à Rome, j'étais responsable d'une école dans un quartier difficile à Dublin. Et là, quand j'étais à Dublin, donc nous avions organisé des services de consultation pour les enfants. Et après des ans, il y avait des sœurs qui étaient donc des advisors, donc des conseillères. Et parfois, je disais à mon vice-directeur, s'il te plaît, dis-moi si j'ai fait des fautes dans la gestion de l'école. Parce que l'une des choses que j'ai découvert, c'est que quand on a affaire avec les jeunes, il faut leur demander de parler. Et puis en Irlande, il y a un programme pour les relations sexuelles et j'étais, disons, partie intégrante de la commission qui a rédigé ce programme. Et donc, il faut laisser les jeunes parler de leur expérience, de leur corps, de ce qui leur arrive, parce que là, ils ont une langue qu'ils peuvent utiliser, une langue qui les concerne directement. Voilà, donc avec cette expérience de mon contexte irlandais, dans mon rôle actuel en tant que exécutif de l'USG, donc il y a des milliers de membres de l'USG,
Et bon, là, nous sommes vraiment responsables pour un demi-million de serres, donc un nombre énorme. Et donc, quand je regarde les statistiques du Vatican, il y a 10 000 orphelinats dans les soins de l'Église catholique et 37 000 sont d'autres types d'institutions. Et donc, ces autres institutions ne sont pas, disons, des orphelinats, ne sont pas d'écoles, sont d'autres types d'institutions. Donc, je suis vraiment préoccupée du fait que 8% des jeunes dans les orphelinats ne sont pas des orphelins, c'est-à-dire ce sont des jeunes, des enfants qui ont leur famille, mais qui ont été repoussés, rejetés par leur famille. Dans certains pays, dans les orphelinats, il y a deux choses qui arrivent. On pense que les orphelinats sont des lieux sûrs. En effet, beaucoup de familles parfois choisissent d'envoyer leurs enfants dans un orphelinat parce que là, ils peuvent trouver de la nourriture, ils peuvent trouver une éducation. Et donc, les familles pensent que là, les enfants peuvent avoir une vie meilleure. Mais puis vous savez ce qu'il arrive avec ces enfants? Bon, vous saviez que j'avais une famille et vous m'avez accepté ici. Et donc là, on peut être accusé par ces enfants même. Et donc là, ce sont des choses sur lesquelles je cherche à insister avec les sœurs. Je vais les sensibiliser, c'est-à-dire nous devons gérer nos institutions de façon correcte. Nous avons organisé 2 ateliers ici à l'USG. Donc là, nous avons, par exemple, il y avait un atelier dont les titres étaient des soins dans les instituts aux soins dans la famille. Parce que là, il s'agit d'une question importante, c'est-à-dire notre institution, nos institutions doivent vraiment chercher à travailler avec les familles et pas au lieu de famille. Donc, il y a des soins que nous pouvons offrir. Et ça, surtout pour les enfants. Seulement dans certains cas, c'est-à-dire seulement si cet enfant a perdu sa famille, il peut être accepté. Donc, les instituts doivent vraiment analyser la situation des enfants avec soin, avec attention, parce que les enfants doivent grandir dans leur famille. On ne peut pas penser que nous pouvons accepter des enfants qui ont une famille. Nous devons donc former les familles, nous devons soutenir les familles, pas accepter les enfants. Voilà l'introduction que je voulais faire. Mais là, si vous avez, puis après des questions, je suis prête à répondre. Lors de la rencontre au Vatican, c'était une rencontre sur la protection des adultes vulnérables. Bon, là, c'était très intéressant parce que normalement, nous, en tant que sœurs, dans les rencontres du Vatican, là, on a des synodes. Vous savez, les synodes, c'est pour les évêques. Et là, donc, vous avez les évêques de 4 coins du monde. Puis là, vous avez les supérieurs majeurs qui peuvent suivre les synodes parce que canoniquement, les supérieurs ont la même charge, le même niveau des évêques. Et au contraire, les religieuses, au contraire, dans un synode ont le même rôle des laïcs. Et donc là, nous pouvons participer seulement en tant que laïcs, mais parce qu'on est des femmes religieuses.
Et là, mais quand même, par exemple, souvent, les synodes peuvent demander aux sœurs de participer, c'est-à-dire on peut demander à une sœur d'Afrique de participer. Mais lors de cette rencontre au Vatican, on nous a demandé qu'est-ce que vous voulez offrir, qu'est-ce que vous voulez dire. Et donc, nous avons dit, nous voulons représenter lors de cette rencontre l'Union des supérieurs générales. Et donc là, il y avait 14 sœurs, et 14 femmes et 10 étaient sœurs. Puis là, il y avait 10 orateurs et 3 orateurs étaient femmes. 2 laïcs, une journaliste et puis une autre, c'était une sœur. Et donc, il y avait une formation. Et donc, là, donc, lors de cette rencontre, les femmes ont vraiment donné une contribution importante. Donc, ce qui reste avec moi, ce sont les 3 piliers de cette rencontre, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité et la fait d'être responsable. Donc, il y avait les 3 piliers. Et là, et chaque jour, on s'est concentré sur un de ces aspects. Voilà les 3 principes que nous, en tant qu'UISG, voulons incarner dans notre travail. Transparence et donc ces 3 principes sont les principes que nous cherchons à appliquer à tout aspect de notre travail, surtout dans la protection des mineurs et aussi la protection des adultes vulnérables. Évidemment, en tant que religieuse, nous avons tant de sœurs qui travaillent dans les ministères auprès des gens. Et donc, nous ne pouvons pas. Donc, évidemment, nous pouvons, demander aux congrégations d'avoir des protocoles clairs. Et maintenant, les congrégations sont en train d'élaborer ce qu'on appelle les codes de conduite pour chaque membre. Donc, il faut y avoir un code de conduite très explicite, très clair dans la gestion de leur ministère. Puis l'autre commentaire, les ateliers que nous avons organisés, c'était pour le développement de ce code de conduite. Et là, nous avons même parlé des adultes vulnérables et dans beaucoup de cas, les sœurs aussi parfois rentrent dans cette catégorie d'adultes vulnérables pour toute une série de raisons. Parfois, c'est la structure de la congrégation elle-même. D'autres fois, c'est le ministère même. D'autres fois, c'est le manque de formation. Et parfois, cela est aussi dû au fait que les sœurs ont été victimes d'abus dans leur passé avant d'entrer dans la vie religieuse. Et là, ou bien encore le vœu d'obéissance, parfois, ne doit pas être interprété comme le fait de faire ce que le prêtre vous dit. Et donc là, il s'agit de quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, à l'avenir, nous voulons vraiment établir une commission
appelée la Commission pour les soins des gens. Et donc, cette commission va suivre plusieurs aspects dont je vous ai parlé. Protection des enfants, protection des adultes vulnérables, institutions gérées par les instituts féminins. Voilà. Et maintenant, je donne la parole aux autres orateurs. Donc, vraiment, c'est pour nous un honneur de partager votre expérience. Merci. Notre prochaine oratrice, Dr. Catherine Fuchs, qui est professeure à l'Institut de psychologie à l'Université grégorienne. Donc, elle mène des recherches dans les domaines de la protection des mineurs et donc elle pourra aider dans la compréhension de ce thème tellement épineux. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon après-midi à vous toutes. C'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui et de parler de comment nous pouvons sensibiliser le monde entier dans tous les pays et cela pour prévenir les abus sexuels sur les enfants, mais aussi les abus par rapport aux adultes vulnérables et comment pouvons-nous les protéger. Là, j'ai, disons, fait quelques transparents. Donc, qu'est-ce que nous voyons actuellement? Donc, il y a différentes réactions. Et souvent, on se sent incapable de réagir. D'autres personnes disent que elles ont peur. Mais puis encore, il y a des questions telles que comment puis-je réagir? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, je dois dire que les membres de l'Église, dans des congrégations, ont fait quelque chose, ont créé des réseaux, on mène des actions. Puis encore, il y a d'autres réactions du type, donc j'en ai marre d'écouter ces histoires. Mais, et donc, d'autres personnes peuvent dire, donc, maintenant, il faut parler d'autre chose. Mais nous devons, au contraire, dire que cela ne concerne pas seulement les enfants ou l'Église, mais tout cela concerne l'avenir de l'être humain. Là, donc, vous avez entendu parler des gènes, de famille. Et donc, il s'agit d'un sujet difficile à traiter. Et donc, je voudrais vous demander de vous arrêter quelques minutes et réfléchir quelques moments à quelle est ma réaction, c'est-à-dire quelles sont mes pensées, quels sont mes sentiments par rapport aux abus sexuels et quelle est ma position en tant que membre de l'Église. Donc, voilà, vous avez 2-3 minutes pour penser à cela.
Je suis sûre que vos pensées, vos sentiments sont presque tous pareils. Et donc maintenant, je vous demande s'il y a quelqu'un qui veut exprimer un peu ses pensées et ses sentiments à ce sujet. C'est pas, il n'y a rien qui est juste ou qui est faux. Et d'Elma, je travaille beaucoup dans le domaine de la mission et quand nous visitons les différents villages, et ce problème émerge. Il y a beaucoup de sectes dans notre pays. Et donc, ils nous disent toujours, les membres de ces sectes, que vraiment les abus sont très répandus dans l'Église catholique. Mais nous aimons beaucoup la position assumée par le pape François et parce qu'il veut que la vérité émerge. Et seulement si nous faisons face à ce problème, en vérité, nous pouvons éviter des choses qui ne vont pas bien. Et donc, en tant que chrétiens et chrétiennes, peut-être nous allons devenir plus forts et nous devons lutter afin que ces abus vraiment soient évités. Et donc, oui, nous sommes très attaqués, surtout à Cuba, et donc on a employé cela contre nous, le gouvernement et évidemment les sectes aussi qui existent. To share. Yes, please. Yo soy argentina. Je suis argentine, j'ai une grande famille et vraiment ce thème m'effraie beaucoup et parce que je crains que quelque chose de pareil puisse arriver à un membre petit de ma famille, à un enfant de ma famille. Yes. Merci. Françoise, je me fais la réflexion, j'habite pas loin du diocèse de Lyon, où Monseigneur Barbarin a été momentanément écarté parce qu'il n'avait pas dénoncé. Moi, ce que je voudrais dire, ce qui se passe dans l'Église se passe dans la société. Avant d'être un prêtre, ce sont des hommes, des êtres humains, et ils ne sont pas plus ni moins parfaits que les autres. Donc, je n'excuse absolument pas ce qui se passe, c'est quelque chose d'effrayant. Ça démolit des familles, des jeunes, des enfants. Une société qui accepte ce genre de choses envers ses enfants, c'est abominable. Mais n'oublions pas que les prêtres sont des hommes et qu'à ce titre, ils ont les mêmes défauts, les mêmes travers, les mêmes déviances et que arrêtons de taper que sur eux parce que c'est toute la société qui est en faute et pas que les prêtres, même si je n'excuse rien. Thank you. So we have seen, or we have heard, to say better, quite different. Donc, j'ai entendu différentes pensées. Je suis sûre que vous avez des pensées différentes. Et donc, là, on a peur que tout cela puisse arriver aux enfants que nous connaissions. Donc, cela ne peut pas être accepté dans la société et même pas dans l'Église. Donc, là, nous avons une mission, faire de notre mieux pour rendre le monde un lieu sûr pour les enfants et pour les jeunes. Comme vous appartenez à des cultures différentes,
Là, vous pouvez dire que vous pourriez dire donc que les abus sexuels sur les enfants ne concernent pas ma culture. Il y a quelques années, donc c'était une question importante en Amérique du Nord quand en 1980, les premiers cas d'abus furent dénoncés, puis d'autres cas au Royaume-Uni, Irlande. Donc, c'était là plutôt un problème anglophone, puis d'autres cas furent découverts en Autriche, Pologne, Allemagne. Et donc, puis là, c'était un problème du premier monde. Mais je peux vous dire que les abus sexuels sur les enfants représente un problème à niveau mondial. Cela arrive dans toutes les cultures, dans tous les pays. Et là encore, nous n'avons pas de statistiques et des données pour certains pays. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a des régions dans le monde qui ne connaissent pas ce problème. Et souvent, cela est accompagné avec des problèmes liés aux adultes qui devraient protéger leurs enfants. Et donc, tout cela pourrait exister aussi dans vos pays. Puis, il y a d'autres questions, par exemple, le travail des enfants. En effet, dans beaucoup de pays, les enfants doivent même faire des types de travail qui sont très durs pour eux. Puis il y a les mariages forcés, les mariages. Et donc là, il y a des abus, même. Donc, donc, les mariages forcés représentent une forme d'abus sexuel, même si dans certaines cultures, ces mariages ne sont pas considérés comme des abus sexuels. Puis nous avons ce qu'il arrive dans le monde technologique. Vous savez qu'il y a aussi des abus sexuels qui peuvent être commis à travers le monde digital, donc le numérique. Et là, c'est un problème à niveau mondial. Je pourrais vous montrer des vidéos pour vous montrer la portée de ce problème. En effet, l'Internet, les médias nous permettent de nous connecter avec tant de personnes, mais et donc l'Internet pose des questions importantes, pose des problèmes. Et souvent, les jeunes, les enfants ne savent pas comment bien utiliser l'Internet. Et parfois, ils tombent dans des chat rooms et donc ils échangent des conversations avec une autre personne qui en réalité est un adulte. Et donc là, il y a un échange d'images, de photos qui au fur et à mesure deviennent des photos pour nous. Vous savez, donc là, c'est une autre forme d'abus en ligne. Et là, donc, et puis après, tout cela représente une forme d'abus sexuel, même s'il n'y a pas un contact direct. Puis il y a le recrutement des enfants qui deviennent des soldats, qui sont recrutés par les forces armées. Et là encore, il n'y a pas là la protection de la famille. Puis nous avons des enfants avec des handicaps, donc des handicaps qui deviennent victimes de différentes formes d'abus. Puis encore la séparation des familles dans des cas d'urgence tels que les migrants, les réfugiés. Et là, ce sont des enfants qui ont des traumatismes profonds. Encore la mutilation génitale des femmes, là encore une forme d'abus sexuel très grave. Encore violence basée sur le sexe. Et là, les religieuses sont à risque
Et par exemple, même en Italie, on peut voir beaucoup de campagnes dans les bus, etc. Donc, en Italie et dans d'autres pays, on parle beaucoup de la violence contre les femmes, qui est une question émergente. Puis, le trafic d'êtres humains. Et chaque minute, 4 personnes tombent victimes du trafic d'êtres humains. Et là, les femmes, les enfants, donc tombent victimes de activités, d'abus sexuels, etc. Donc, il y a une violence sexuelle répandue contre les enfants parce que cela représente l'activité commerciale la plus fructueuse, on peut dire, dans le monde entier. Donc, il y a donc des flux d'argent énormes derrière ces activités, cette violence. Et puis encore, il y a une forme de violence contre les enfants que nous ne pourrons jamais imaginer, même la violence à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un institut religieux. Et donc, vous voyez que les abus sexuels sont liés à tant d'autres situations qui existent dans toutes les sociétés et qui souvent sont aussi liées à la culture, telles que la mutilation génitale. Et là, donc, c'est une question étroitement liée aux cultures. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo avec 6 témoignages de personnes qui sont tombées victimes d'abus sexuels à travers l'Internet. Et donc, puis, quand il m'a demandé des photos, je savais que c'était mauvais. Et là, et donc là, je lui ai envoyé des photos et maintenant, il me dit qu'il peut ruiner ma vie parce qu'il peut utiliser mes photos comme il veut. Et donc, je dois dire que maintenant, je me hais. Je ne peux pas penser, croire que je fais ça. Et donc, quelqu'un m'a dit que c'était très simple de gagner de l'argent. Et donc, quelqu'un m'a envoyé des messages. Et là, donc, après avoir envoyé mes photos, j'ai compris que j'étais esclave maintenant de ce que j'avais fait. Maintenant,
je voudrais interrompre tout cela, mais les gens continuent à m'envoyer des messages, et ces personnes me demandent encore à voir d'autres photos. Et donc, je me sens qu'on me regarde. Je suis toujours dans. Donc, j'avais téléchargé des jeux. Et là, donc, quand j'utilisais ce jeu, je jouais à ce jeu, un personnage a commencé à me demander de photos. Et puis une autre. Maintenant, je ne me sens pas le même. Je voudrais ne pas avoir fait ça. Et puis, je pense aussi aux autres jeunes qui ont fait ça. Je suis dégoûtée de moi-même. Donc, chaque jour, les gens dans les rues me regardent et donc ils disent des choses contre moi, contre ma famille. Je sais qui sont mes frères, qui est ma famille, mais maintenant nous sommes des victimes. La question qui est là, qui est assez... Voilà, il m'appelle putain. Voilà ce que tout le monde m'appelle. Mais tout cela a commencé en ligne. Quelqu'un m'a envoyé des messages, m'a demandé de photos et puis voilà ce qui est arrivé. Et à chaque fois que je dois sortir, que je vois ça, j'ai une douleur à moi-même. Personne ne m'aime aujourd'hui et personne ne pourra m'aimer à l'avenir. Il y a beaucoup qui viennent. Ce matin, j'ai fait des tests à l'école. Et voilà, donc j'ai même commencé à faire des jeux où je devais tuer des gens, des personnages et tout ça. Mais c'était pas la question, c'était pas le jeu. Et là encore, j'ai commencé à travers ce jeu à envoyer des photos et tous ces produits. Maintenant, jouer représente la seule façon d'oublier. Les femmes des gars du village, au vu de tout le monde, on le savait. C'est même un cousin qui était celui qui a essayé de mettre fin à sa vie. Il n'est pas mort sur le coup, mais on a... Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je pleure tout le temps. Ma mère ne m'entend pas. J'ai peur. Donc, c'était là une vidéo qui a été présentée il y a 1 an et demi lors d'un congrès sur la dignité de l'enfant dans les mondes digital. Il a évidemment quelques minutes pour digérer un peu ce que nous avons vu à l'écran. So I think what we have clearly... Voilà ce que nous avons vu ne concerne pas uniquement le contact physique, cela ne concerne pas uniquement
un peu les personnes que nous rencontrons à l'école, dans la famille, mais c'est quelque chose qui arrive en ligne. Et chaque jour, un enfant peut être victime de ces abus si les parents ne sont pas conscients de cela, si les parents ne cherchent pas à éduquer les enfants à une utilisation correcte de l'Internet. Si une personne ne leur dit comment utiliser ces moyens. Voilà, cette vidéo montre quelles sont les conséquences à court terme et à long terme pour les victimes. Et aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup de victimes parfois confessent leur drame seulement des années après. Donc, il y a des souffrances qui ont disons, une durée énorme. Et donc, maintenant, là, j'ai une vidéo. Et donc, c'était Marie qui nous a voulu, disons, parler de son histoire. Et là, vous pouvez voir quel est l'impact des abus sexuels, non seulement à court terme, mais les effets pendant toute la vie. Et c'est là, cette vidéo montre encore plus à quel point il est important de connaître ce problème. Et ce qu'on peut faire pour prévenir les abus sexuels et comment intervenir, comment aider les victimes au plus tôt. En effet, évidemment, il faut chercher à intervenir très tôt. Il y a des thérapies, il y a des traitements pour les victimes qui peuvent aider les victimes à intégrer les abus dans leur vie sans trop souffrir. Donc, évidemment, il faut éviter que ces personnes souffrent pendant des années ou pendant leur vie. J'étais victime d'abus sexuels quand j'étais 13 ans, avait 13 ans. J'étais à l'hôpital, j'étais malade, j'étais, disons, en dehors de ma famille pour la première fois. J'étais vulnérable et ce prêtre a abusé de moi. C'était il y a 50 ans, mais je ne peux pas oublier cet abus. Cela, c'est quelque chose qui a duré toute ma vie. J'étais une catholique et je croyais que les prêtres étaient des anges, les représentants de Dieu. Mais ce prêtre, il semblait être mon ami. Il venait de sortir du séminaire. Il jouait avec moi. Il avait des jouets. Mais puis après, il a commencé à abuser de moi sexuellement. Chaque nuit, quand cela arrivait, quand il a quitté ma chambre, je priais beaucoup. Je priais Dieu pour que cela n'arrive plus. Mais puis la nuit suivante, et puis encore la nuit suivante, il est toujours là. Et puis, quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais tout à fait différente. J'ai commencé à développer des paranoïas et j'avais des problèmes de dépression, des choses pareilles, des choses de ce type. Donc, j'ai passé 30 ans de ma vie en cherchant à détruire cette expérience. Je croyais que je ne pourrais jamais devenir une mère. Mais puis,
j'ai eu une thérapie, un traitement, et après avoir fait ces traitements, j'ai commencé à guérir. Et puis, j'ai même considéré ces années de souffrance comme des années, j'étais un peu gaspillée. Et donc, plus les gens comprennent quelle est la conséquence sur la vie d'un enfant, quels sont les effets psychologiques des abus, plus donc on pourra trouver des solutions. Donc il faut être conscient, la société doit être consciente. Et je dois dire que maintenant seulement je suis capable d'en parler, de parler de cette question. Mais ça fait 50 ans après. Ça va? Il a encore 30 ans de sa vie à lutter pour survivre, agir après l'autre. Et donc, nous devons éviter cela. Nous devons aider les victimes. Et là, c'est un défi. Comme j'ai dit, c'est pas facile de digérer. Et maintenant, je vous laisse deux, trois minutes là pour réfléchir un peu à cette vidéo. Merci. Voilà, donc quelques minutes de pause et même de réflexion sur la vidéo. Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, à quoi ça servait, à quoi ça rimait. Donc, toi, tu penses qu'on le fait le jeudi prochain, oui, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais c'est quoi le menu? Oui. C'est un autre rendez-vous. I would just like to mention while we're having our break that these are some of the countries that are connected to this presentation today. They're from the United Kingdom, from Nigeria, Indonesia, France, Lebanon, Spain, Argentina, Australie, Mexique. Ouais, tu commences à jouer les stars maintenant. Hein? D'accord, donc je dis, mais c'est quoi le menu? Mais le menu de la bouffe. Moi, j'en ai. Tout le monde dit qu'elle en a aussi des envies. Ouais. Ah ouais, même le bon croissant de Paris, là. D'accord, donc on a Tamaro Sanga, Sunten, Tamaro Yetunten. J'ai pas compris? Ah d'accord, ok, donc après vous me ferez parvenir vos suggestions. Il veut son nom. D'accord, bon courage. Merci. Comment on appelle ça? Simone te fait coucou. Ah, salut la Drapa. Elle est en ligne en fait. Ah, ok. Coucou Simone. Salut, Kuntel.
Oui, ça va. Please, I ask for your attention again as we continue. Thank you. Maintenant, on peut D'où reprendre. vous quand il va bien? Mhm. Merci. Ce que nous avons vu et ce que vous savez déjà par le passé, beaucoup d'institutions, y compris l'Église catholique, n'ont pas abordé ces questions, pas dans la bonne façon. Et donc, ça a été une erreur parce que nous n'avons pas protégé les enfants. Et ces jeunes, ces enfants ont souffert pendant toute la vie. Et donc, évidemment, même parfois, il y a des abus sur les enfants de 2-3 ans qui oublient. Et donc, parfois, on pense que ces petits enfants ne vont pas garder les effets de cette violence. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que même un petit enfant va garder un peu les cicatrices profondes de cette violence. Et donc, ce qui n'est pas vrai, et je l'ai déjà dit au début, donc c'est pas seulement un problème du monde anglophone, c'est pas seulement un problème de la société sécularisée, c'est une question concernant toutes les cultures. Donc, on trouve des abus sexuels dans toutes les classes sociales. Dans toutes les classes sociales, on peut trouver des victimes et des personnes qui commettent ces crimes. Encore, les abus sont niés dans nos cultures, mais cela n'est pas vrai parce que dans certaines cultures, ces abus sont admis, sont acceptés. Donc, et puis on peut dire que toutes les sociétés ont des difficultés à protéger les enfants de la violence. Et puis encore, cette année, nous allons célébrer le 30e anniversaire de la Convention contre les abus sur les mineurs. Là, il y a des articles concernant un peu la protection qu'il faut garantir et beaucoup de pays ont signé cette convention. Dans cette convention, nous disons que actuellement les enfants vivent d'une situation de sécurité, mais c'est pas vrai. Nous savons ça très bien. Donc, qu'est-ce qu'il arrive dans nos institutions? Donc, il y a des abus aussi dans nos instituts. En effet, comme je l'ai dit, dans toutes les institutions, dans toutes les religions, nous avons des abus sur les enfants. Donc, nous devrions vraiment être tous responsables. Nous devons rendre compte de ces abus parce que cela concerne à toutes les sociétés, y compris nos sociétés. Donc, nous sommes responsables de ce qui se passe dans nos instituts. Puis encore, il y a des fausses accusations. En effet, d'après que nous avons entendu du droit canon, etc., plus de 90% des cas sont 90% sont vrais. Seulement 5% sont des fausses accusations et puis 5% des cas peut-être sont un peu trop complexes, mais disons 90% des cas qui sont dénoncés sont vrais. Donc seulement 5% sont des fausses accusations. Puis une autre chose, donc les médias veulent détruire l'Église. Nous savons que pas tous les médias. Donc vous savez qu'il y a des médias qui sont contraires à l'Église, mais peut-être ça pourrait être étrange, mais nous avons aussi besoin des médias pour concentrer l'attention sur ce sujet.
Sinon, disons, peut-être il y a un article dans les journaux, tout le monde est conscient pendant deux, 3 jours et puis donc l'attention diminue. Et donc, les médias parfois peuvent nous accuser, mais en même temps, les médias sont un instrument important pour sensibiliser, pour garder les niveaux d'attention assez poussés. Et donc là, pour mieux comprendre ce qu'on entend par abus sexuel, donc là, il y a des définitions données par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, par abus physique, on entend contact sexuel ou bien exposition en matériel sexuel. Et donc, donc il y a des abus qui peuvent même être faits sans contact physique. Et donc là, on parle de la pornographie, exposition à l'Internet, etc. Mais il y a aussi d'autres types d'abus tels que les abus physiques ou bien les abus psychologiques, émotionnels. Et donc peut-être les enfants qui sont menacés, qui sont insultés, qui sont couverts de ridicule. Donc, on dit à un enfant, donc tu es stupide, etc. Donc, chaque fois qu'un enfant est accusé de quelque chose, l'enfant croit à ce qu'on lui dit. Et puis encore, l'oubli. Et donc, si les enfants se sentent oubliés, par exemple, un enfant malade qui n'est pas amené à l'hôpital, qui n'est pas amené à l'école, et donc qui est privé, disons, des conditions essentielles pour la vie. Bon, c'est là encore, nous avons une forme de abus. Là encore, nous avons tant de cas, par exemple en Afrique, mais puis même dans le monde occidental, les enfants sont souvent laissés seuls parce que les enfants doivent aller au travail. Bien encore dans tant de familles, ce sont les enfants qui préparent, par exemple, le repas, etc. Mais disons, à 14 ans, un enfant ou bien une fille, un garçon ne sont pas capables de prendre soin d'une famille et ça aussi représente une forme d'abus. Donc, au moment où on se concentre sur les abus sexuels, maintenant, là, je vous donne une description, une définition du sens de abus sexuel. Donc, c'est l'implication d'un enfant dans une activité sexuelle qu'il ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas et il n'est pas capable de donner son consentement et donc l'enfant n'est pas préparé à cela et donc là, il y a une violation des lois et des tabous de la société. Les enfants peuvent être abusés sexuellement, mais aussi les adultes peuvent être abusés et donc, les abus peuvent être commis par d'autres enfants, par des adultes ou bien par des personnes qui ont la responsabilité de leurs soins. Donc, l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. Un enfant ne comprend pas de ce que est l'essence d'une relation sexuelle. Et là encore, un enfant ne comprend pas de l'utilisation qui sera faite de ces images. Donc, les enfants ne peuvent pas comprendre. Puis, l'autre aspect important, c'est les tabous dans la société. Nous savons que dans presque toutes les sociétés, c'est un tabou de parler de sexualité. Et donc, il est là plus difficile là de parler de violence sexuelle.
Donc, l'enfant n'a aucune idée. Donc, il n'y a pas une éducation, il n'y a pas une prise de conscience. Puis là, dans cette définition, il y a deux mots, c'est-à-dire confiance et pouvoir, parce que les abus ne concernent pas uniquement le côté sexuel, mais là, on peut y avoir un abus de confiance, un abus de pouvoir, parce que l'adulte est dans une position d'autorité, dans une position de pouvoir. Et l'enfant a confiance en l'adulte, par exemple, un membre de la famille, et donc il a confiance en son père, en son grand-père. Donc, souvent, il y a une relation de confiance envers un enseignant, un prêtre, etc. Donc, il est important de souligner que ce n'est pas une question d'abus sexuel, mais aussi un abus de pouvoir, de confiance. Et là, vous avez des données pour vous donner une idée. Peut vous donner une idée de combien de personnes, combien d'enfants dans le monde sont victimes d'abus d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc, 23% victimes d'abus physiques. Donc, 1 sur 4 enfants. Puis encore, abus émotionnels, plus de 36%. Et puis encore, abandon physique, 16%. Abus sexuel, 18%. Et puis 18% de jeunes filles, 8% de garçons. Donc là, si on va dans les rues, on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous pouvez voir un peu combien d'enfants vous allez rencontrer dans une classe. Nous avons toujours de 3-4 victimes d'abus sexuels sans penser aux autres formes d'abus. Et donc, là, on ne peut pas dire que c'est une question qui nous ne concerne pas, parce que cette question est une question qui affecte la société tout entière et en profondeur. Et nous devons chercher à trouver des solutions pour prévenir à cela et nous devons même penser aux effets que tout cela peut avoir sur la vie d'un enfant. Voilà, vous avez eu là des informations en général. Maintenant, Inès de Argentine va vous présenter en ligne ce qu'ils sont en train de faire dans leur diocèse. Et donc là, on a maintenant un exemple d'un diocèse. Merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, plaisir de vous présenter Marie-Inès Franck, membre du Conseil pastoral pour la protection des mineurs de la Conférence épiscopale en Argentine. Franck, donc, a un diplôme en sciences politiques et en enseignement social. Maintenant, donc, je vais vous présenter Marie-Inès Franck. Bon après-midi. Vous m'écoutez bien? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment. Marie-Inès Franck. Bon après-midi. Elle demande encore si on l'écoute bien. Pas tellement. Pas tellement.
Encore, elle répète si on l'écoute bien. Je pense qu'il faut commencer, puis c'est tout. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir être avec vous, même online, au cours de cette conférence. On m'a demandé de partager l'expérience que nous sommes en train de faire en Argentine. Je travaille dans un diocèse 500 km de la capitale. J'habite à Buenos Aires, la capitale, mais chaque semaine, je vais dans cette ville parce que l'évêque a formé une commission pour la protection des enfants. Cette commission a été créée au mois de juillet 2017 et depuis lors que je travaille dans cette commission. La diocèse est contre. C'est la première commission qui a été créée dans l'Église en Argentine qui est chargée de la protection des mineurs. Donc, il y a trois personnes laïques, un psychologue, une psychologue et un avocat. Et moi aussi, je suis celle qui coordonne cette commission. Quels sont les buts de cette commission? En premier lieu, habiliter les adultes qui travaillent et qui agissent dans l'Église, les adultes qui travaillent et pour pouvoir vraiment voir quels sont les abus et quoi faire avec les abus et pour pouvoir les dénoncer, les abus. Et aussi pour savoir comment parler avec un mineur qui avoue un abus. Et aussi essayer de comprendre les indicateurs qu'un enfant peut présenter. Un enfant qui a été victime d'un abus ou qui est en train d'être victime d'un abus. Ou aussi pouvoir percevoir quels sont les adultes qui ont la tendance à commettre un abus. Et donc, il s'agit d'habiliter ces personnes. Et on pensait que le nombre de personnes qui doit être habilitées n'était pas énorme, mais on a vu qu'il y a beaucoup d'ignorance parmi les gens. Et il y a les personnes qui travaillent dans les paroisses, dans les écoles catholiques, par exemple dans des mouvements ou des bénévoles. Et donc, les adultes, nous avons la responsabilité et nous devons aussi nous habiliter pour comprendre. Ça a été une surprise énorme parce que 500 personnes sont en contact avec nous et la moitié ne venait pas d'un contexte ecclésial. Cela a été une nouveauté parce qu'on a convoqué au-dedans de l'Église. Et donc, c'était une offre faite par le diocèse, tandis que des infirmiers, la police, aussi des élèves de l'université, des universitaires sont venus suivre le cours. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent participer. Il s'agit d'une habilité donnée
donner des indicateurs de base et surtout on dit comment agir, comment nous rendre compte. Et pour cela, naturellement, porte à l'obligation de dénoncer aux autorités s'il y a un abus des mineurs ou sur les mineurs. Et donc, nous sommes tous et toutes conscientes de cette responsabilité. Et puis, une deuxième question à propos de cette commission, c'est l'accompagnement à des personnes qui pensent avoir été victimes d'abus ou des personnes qui sont ce sont ceux qui ont commis les abus. Ce sont des personnes souffrantes et aussi ces personnes sont déçues par rapport à l'Église. Et beaucoup de fois, ces personnes n'ont pas le désir d'être accompagnées par l'Église. Donc, c'est une tâche délicate, la nôtre. Et il faut s'approcher à ces personnes avec délicatesse et elles nous ont dit non, on ne veut pas, je ne veux rien avoir avec l'Église parce qu'il y a une espèce de haine contre l'Église. Donc voilà, cela c'est la partie la plus difficile. Peut-être la première chose que nous avons fait en tant que stratégie a été la connaissance de la Commission. Et par les moyens de communication, évidemment. Et ce qu'on a fait, ça a été vraiment exploiter tout le monde digital. Parce que on a pu nous connaître mieux. Donc, nous connaissons bien les réseaux sociaux et donc, on nous a consultés, nous sommes présents online et c'est un aspect qui a été fondamental pour vraiment rendre le travail plus efficace. Une autre question à laquelle nous avons fait face, c'est des normes de comportement obligatoires dans tout le diocèse. Qu'est-ce que nous devons faire de façon concrète? Au-delà du droit canonique, quand un adulte sait, par exemple, que quelque chose est arrivé, comment faire face à cette situation? Donc, il faut savoir le téléphone et le numéro de téléphone pour appeler quelqu'un qui puisse répondre parce que il faut intervenir pratiquement tout de suite. Et il faut agir immédiatement parce que la présence d'une personne comme ça est dangereuse parmi les enfants. Donc, quel est le comportement que les prêtres et les séminaristes devraient avoir, évidemment, et quelle est la formation que les séminaristes devraient recevoir? Et donc, ils sont tout le temps sous soupçon. Ils marchent dans la rue et les gens le regardent pas avec des sentiments d'amitié, les séminaristes et les prêtres. Et donc, nous essayons aussi de les former et de pouvoir parler avec nous de façon détendue, dans un climat d'ambiance d'amitié, donc dans un dialogue de réflexion. Et je dois dire aussi que les résultats sont bons, surtout en ce qui concerne les prêtres. Donc, ils ont la possibilité d'être écoutés et de partager la peine, la douleur qui les accable. Et nous voyons que il y a beaucoup de laïcs et de prêtres qui nous appellent et qui entrent en dialogue avec nous. Nous avons aussi publié un livre grâce à
à l'archevêque sur l'abus des enfants, et des instruments pour la prévention. Et ce livre a été bien accepté dans le pays et pour nous, c'est un instrument, un outil très important. Et donc, nous parlons de comment habiliter les personnes et il est à disposition du public. Un autre point qui n'est pas moins important, car il s'agit d'un problème très complexe, il faut l'aborder à partir de plusieurs aspects, c'est le contact avec les autorités du gouvernement qui n'avaient pas confiance dans l'Église. Et donc, comment présenter une dénonce de façon rapide et à qui s'adresser au niveau du gouvernement. Établir aussi des liens de confiance pour pouvoir travailler ensemble pour la prévention qui nous intéresse tous. Et une autre relation, pas facile, avec les moyens de il y a des moyens de communication qui ne sont pas la faveur de l'Église, mais ce sont des instruments qui ont aidé à découvrir ce problème et à agir. Et quand on commence avec les journalistes, par exemple, d'après mon expérience au moins, on voit que on a devant nous une personne avec laquelle on peut dialoguer. Et alors, et donc, nous allons aussi dans les institutions, les universités, les mouvements, les écoles, et donc nous faisons des stages, bref, pour habiliter les personnes qui sont obligatoires. Donc, sur le thème de l'abus par le monde digital. Et cela a été bien apprécié par les jeunes. Nous avons aussi gardé un dialogue avec quelques victimes, les familles des victimes, même si cela a été difficile. Et nous avons essayé que l'Église aussi est préoccupée à cause de ces problèmes. Et donc, nous avons essayé de faire face à ces problèmes à partir du fait que tous les membres de l'Église sont de la même catégorie. Il n'y a pas de membres de première catégorie ou de deuxième catégorie dans l'Église. Et les enfants qui ont été victimes d'abus, ils font partie de notre Église. Et on nous appelle aussi d'autres diocèses, parce que jusqu'à ce moment-ci, c'est la seule commission qui existe pour la protection. Donc, il y a un conseil au niveau de la conférence épiscopale, mais nous sommes la seule commission qui travaille au local en Argentine. J'ai envoyé un diaporama qu'on peut partager. C'est une synthèse de ce que je suis en train de partager. Et je pense que ce serait bien exposer des défis que nous avons rencontrés au cours du travail de cette commission. Pas facile. Le travail est énorme, je dois le dire. Et il faut vraiment agir. Et il n'y a pas de journée libre. Quand il arrive quelque chose arrive, il faut agir immédiatement. Quand quelqu'un veut parler, cette personne veut parler immédiatement. Et donc, le travail, je répète, est énorme et continue tous les jours de l'année. Mais
Je le fais avec beaucoup d'amour à l'Église, donc amour vers le peuple de Dieu, toutes les personnes qui composent l'Église, car je souffre à cause de ce qui est en train d'arriver. Et un des défis que je rencontrais en tant que commission et en tant que personne, voilà quelques-uns de ce défi. Quand nous avons constitué la commission, cela a été difficile, avoir une attitude professionnelle et le désir de travailler, rencontrer des personnes qui soient capables de travailler dans cette commission et qui aient le désir de le faire. Et c'est une grande difficulté au niveau des diocèses, trouver les membres. Un deuxième défi et en même temps avoir à quoi faire avec les victimes, avec les personnes qui ont commis les abus, avec l'État, avec l'évêque aussi, évidemment. Et donc, mais nous travaillons en équipe et ce qui est important, nous avons un lien permanent avec l'évêque et puis la présence permanente dans le diocèse. Cela ne suffit pas avoir des protocoles ou des codes de conduite ou avoir une page online. Non, il faut vraiment cheminer, il faut marcher dans le diocèse, être avec les prêtres, avec les séminaristes, avec les gens, avec les professeurs, avec les familles, avec les parents. Et on doit sachez que cette commission et donc qu'on puisse compter avec nous. Voilà, ça a été un des objectifs importants qu'on s'est proposé. Et encore, récupérer des initiatives. Et je ne pense pas que c'est le seul diocèse qui a souffert des cas d'abus. Et évidemment, l'Église a perdu beaucoup de crédibilité. Et donc, ce n'est pas la faute de personne. Et donc, pouvoir être à côté des personnes et rétablir la confiance dans l'Église, c'est très important. À mon avis, et puis le contact avec le gouvernement, avec la presse, et s'approcher aux victimes d'une façon humaine, vraiment, d'une façon humaine. Et en plus, ils ont dit que c'est personnel. Alors, je regrette, mais donc, afin que les victimes aussi puissent vraiment pouvoir parler avec nous. Je regrette, mais on ne peut plus continuer parce qu'on ne comprend rien de ce que cette personne est en train de dire. Mais je pense qu'elle a dit tout l'essentiel. Et donc pouvoir suivre avec plus d'engagement. Donc voilà ce que j'ai pu partager avec vous. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et reconnaissance. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Et for bringing this knowledge about the process and the urgency of training that's required. Non seulement aider les victimes et comment les soigner. Bon, voilà, nous avons des moments de questions. Bon, là, nous avons reçu tant d'informations aujourd'hui.
Et évidemment, notre cœur a été touché par ce que nous avons entendu. Donc, maintenant, quelques instants pour penser à vos questions. Et puis, vous pouvez poser vos questions. Yes, Virginie. Virginie Roteil, je suis France et je suis représentante internationale pour l'UMOFC à l'UNESCO. Alors, il y a deux questions pour Madame Fuchs. J'aurais voulu savoir, lorsque vous avez fait votre petit topo sur les violences pour les enfants, vous aviez mis toutes les violences qui étaient faites au sein de la famille et puis des violences psychologiques, mais pas de violence par rapport au divorce. Que dans les familles, les enfants souffrent quand même beaucoup du divorce et c'est une violence psychologique. Alors, est-ce que c'est mis dans un autre registre ou voilà, c'est pas considéré comme une violence? Et ma deuxième question, c'est aussi comment fait-on avec tous les textes onusiens qui préconisent une éducation à la sexualité? Oui, oui. Vous pouvez continuer maintenant. Yes. Je peux continuer? Yes. Bon. Got it. Je ne sais pas si vous avez entendu ma première question. Et puis ma deuxième question, c'était, nous, on est plusieurs à représenter l'UMOFC dans des organisations internationales, entre autres soit l'ONU, soit l'UNESCO. Spécialement, moi, je regarde un peu tout ce qui est texte onusien et sur l'éducation à la sexualité, et l'éducation à la sexualité commençant vers l'âge de 2-3 ans. On nous préconise de la masturbation pour les enfants et avec l'initiation sexuelle étant faite par des adultes. Donc voilà, c'était comme on a parlé du sujet sur les violences sexuelles, ça atteint aussi les enfants. Voilà. Comment fait-on? Okay. Yes, that's a very good question. Donc, très bonne question. Donc, j'en ai parlé avant, c'est-à-dire quand parler de sexualité représente encore un tabou dans tant de sociétés. De l'autre côté, il est très important pour les enfants de comprendre ce qu'on entend par sexualité, surtout s'ils ont donc ils sont très jeunes et souvent les adolescents ne comprennent pas souvent quels sont les changements auxquels ils sont soumis à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et donc, il est très simple pour des adultes de utiliser un peu l'éducation comme une façon d'entrer en contact avec les jeunes. Mais évidemment, l'éducation sexuelle devrait commencer avant l'âge de la puberté. Vous avez mentionné l'âge de 12 ans, mais cela est très difficile parce que beaucoup d'études montrent que les enfants aujourd'hui, même à l'âge de 9 ans ou de 10 ans, sont en contact, sont exposés à la sexualité. Donc, il y a tout un débat pour comprendre à quel âge on devrait faire cette éducation sexuelle et aussi par qui, c'est-à-dire les parents, l'école ou bien ailleurs. Et donc, il y a donc deux positions, c'est-à-dire il y a ceux qui pensent qu'il faut faire cette éducation sexuelle à l'école et ceux qui soutiennent qu'il faut la faire en famille. Puis,
Et aujourd'hui, on pense que la puberté commence à 9 vers 10 ans. Donc, disons que cette éducation devrait être faite avant l'âge de 12 ans. Mais là, c'est une question très importante pour toutes les cultures. Donc, comment parler du corps quand le terme sexualité est un tabou dans une certaine société, et même parler du corps est quelque chose de très difficile. Donc, il faut être créatif, trouver d'autres mots, trouver d'autres façons d'en parler pour que les jeunes puissent être éduqués. Par exemple, il y a une sœur qui travaille en Zambie. Cette sœur a travaillé avec des abus, des gens qui ont soumis à des abus, et donc elle n'a pas utilisé le terme sexuel avec ces jeunes filles. Donc, mais elle a trouvé d'autres formes, d'autres images. Et donc, il faut bien évidemment connaître la culture parce que cela doit être aussi quelque chose en ligne avec la culture. Mais là, c'est une question très difficile. Et bon, il n'est pas suffisant d'utiliser un modèle qui est bien dans une culture et puis l'utiliser dans une autre culture. Parce qu'il y a donc des adaptations à faire d'une culture à l'autre. Et on ne peut pas les faire dans un seul lieu. Il faut discuter cela à l'intérieur d'une culture, à l'intérieur d'une société. Et j'espère avoir répondu à cette question. Ah, pardon. Oh, okay. Okay. So I got it. Okay. Maybe I could add something to that. Je pourrais ajouter quelque chose à propos de mon expérience en Irlande. Relation sur la sexualité, il y a un programme en Irlande au niveau national avec la participation des enseignants, de parents. Et donc, c'était là un programme fait sur une série d'années, donc de façon collaborative. Là, il y avait un accord national. C'était un programme à partir de l'âge de 4 ans à l'école. Et là, les adultes étaient aidés par les familles. Donc, évidemment, il faudrait même faire un débat à niveau national pour établir des orientations à suivre. Et peut-être, je dois dire que la formation pour mettre en pratique ce programme est importante, c'est-à-dire les parents, un peu tout le monde. Tant de parents sont réticents, ne savent pas comment parler de sexualité avec leurs enfants et même les enseignants ne se sentent pas à leur aise. Merci. Maintenant, là, un autre commentaire. Au moment. Elle nous a Un moment, parlé. s'il vous plaît. Pardon. We have a comment coming from Dr. Inez. Justamente And then right after that we'll have me estoy dedicando también al tema. Moi, je suis en train de me dédier à l'éducation sexuelle dans mon pays et est obligatoire pratiquement quand l'enfant entre à l'école. Mais nous sommes conscients
comme on a dit déjà ici, que l'éducation sexuelle, ce n'est pas limité à la sexualité, mais donc, et pas seulement au corps. Et donc, cela touche toutes les dimensions de la personne là. Et donc, ce type d'éducation commence dès la naissance de l'enfant. Et donc, ça dépend aussi de ce que les parents peuvent enseigner au sein du foyer. Et un des objectifs de l'éducation sexuelle, c'est justement cela. Et pour moi, il est intéressant quand j'ai lu la prévention appelée pas spécifique. Pas spécifique. Donc, c'est ce que les parents disent à l'enfant. Et pour créer des attitudes de base, la capacité de communication, la connaissance du corps, et donc, cela ne prévient pas directement l'abus sexuel, mais quand il y a un problème d'abus sexuel ou différent pour l'enfant, l'enfant a déjà des outils qui peuvent lui être utiles afin qu'il puisse réagir, réagir. Et donc, il va probablement communiquer à quelqu'un et ce qui est en train de lui arriver. Et donc, l'enfant va réagir face à ces menaces. Donc, prévention pas spécifique, cela s'appelle, et qui commence par la naissance même de l'enfant. Thank you very much for all your responses. Jeanette, did you have a comment? Est-ce que vous avez un commentaire? La dame qui a attendu 30 ans avant de parler de cet abus sexuel, pourquoi elle a attendu 30 ans? Puisque ça s'est passé à 13 ans, je crois, à 13 ans, à l'hôpital où elle était malade. Pourquoi n'a-t-elle pas informé le docteur qui la suit qu'il y a quelqu'un qui entre dans sa chambre tous les soirs? Moi, je suis vraiment perturbée par cette question parce qu'elle aurait dû faire intervenir quelqu'un puisque tous les soirs, cette personne rentre dans sa chambre. Alors, une première fois, deuxième fois, elle devait informer, je ne sais pas, le médecin qui la suit, que telle personne entre dans sa chambre pour empêcher que cela continue. Alors, elle a accepté pendant des mois, et elle a souffert pendant 30 ans, et c'est maintenant qu'elle en parle. Moi, je ne suis pas pour cette thèse. Elle devait réagir dès les premiers instants. Et puis, en ce qui concerne les abus sexuels, je crois qu'il faut former les familles. Il faut former les familles pour que les familles forment aussi leurs enfants. Dès le bas âge, il faut leur parler de la sexualité pour éviter beaucoup de choses. Ce qui veut dire que nous, femmes catholiques, nous avons du travail à faire. Parce que ce ne sont pas dans toutes les familles qu'on peut aller parler de la sexualité. Alors voilà un peu mon intervention. Thank you very much for your question. Bon, nous avons contacté Marie. Donc, les abus avaient eu lieu quand elle avait 13 ans. À ce moment-là, elle était une petite, une jeune fille. Et donc, elle était tout seulement une jeune fille qui devait accuser un prêtre. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, donc personne n'aurait cru à ces paroles. Personne à cette époque pouvait même imaginer qu'un prêtre puisse faire cela. Donc, vous savez, souvent, c'est une question aussi d'acceptation externe. Puis, deuxième point, elle était
traumatisée. Elle était victime de ce traumatisme. Elle était peut-être paralysée par ce que lui arrivait. Elle ne savait pas comment réagir. Et puis peut-être il y avait aussi des questions telles que la honte, sens de culpabilité. Donc, et puis c'était un homme, un adulte qui manipulait l'enfant. Et donc la manipulation, c'est quelque chose qui arrive en cas d'abus sexuel. Et donc les victimes ont honte, ont ce sentiment de honte, de culpabilité, et cela leur empêche de s'ouvrir, d'en parler. Et même aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent donc, mais qui va me croire? Comment puis-je dire cela? Et donc c'est pour cela qu'il faut éduquer ces jeunes. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas une honte. Et nous aussi, nous devons avoir une certaine sensibilité. C'est-à-dire, si nous voyons qu'il y a un jeune qui veut parler, nous devons l'aider, nous devons créer les conditions pour que cette personne, ce jeune, puisse s'ouvrir, parce que là, il y a tant de sentiments qui sont derrière. Et puis, encore, première chose à faire, c'est leur croire, leur donner confiance pour qu'ils puissent s'ouvrir davantage. L'un des témoignages les plus importants au cours de la rencontre, c'était un témoignage d'une femme italienne qui a pu parler de son abus après 40 ans. Elle ne parlait pas à cause de son sentiment de honte. Elle se croyait responsable de l'abus. Et la première fois qu'elle a parlé, donc, elle a 40 ans pour en parler en dehors de sa famille. Elle avait confessé ça avoué ça à son mari au début, et il utilisait cela pour avoir le divorce. Et donc, elle s'est sentie victime 2 fois. Et donc, son témoignage lors de la rencontre donc a modifié l'opinion de tant des évêques qui étaient là, parce que beaucoup disaient donc nous n'avons pas ce problème, il n'y a pas ce problème dans mon diocèse ou dans ma région, mais puis quand ces évêques ont compris qu'il fallait tant de temps pour s'ouvrir parce qu'il y a tant de facteurs qui sont implicites, donc la société doit être prête à écouter, à reconnaître ce problème. Et parce que nous devons comprendre que si la victime ne sent pas qu'il y a un milieu favorable, un milieu accueillant, cette victime n'a pas le courage de s'ouvrir. Et donc, les victimes gardent ces blessures pendant toute la vie. Donc, il y a plusieurs facteurs, il y en a beaucoup. Et là, si on veut aider les gens à s'ouvrir, là, il y a tant de situations qu'il faut prendre en compte. Donc, ces témoignages et les témoignages de tant d'autres étaient particulièrement importants. Et les évêques furent vraiment touchés par le fait que ces abus peuvent rester cachés. Là, c'est un sujet très important. Mais maintenant, nous devons terminer. Et là, je vais exprimer un peu notre gratitude avec nos oratrices. Merci beaucoup, Sœur Patricia, Notaire Fuchs et avocat Franck. Merci beaucoup.
a nuestras dos invitadas. Et je pense que quand je vais en Argentine, je veux remercier aussi Maria-Inès et Franck. Merci à tout le monde et j'espère pouvoir donner des fleurs à Maria-Inès aussi. Merci à toutes les personnes en lien avec nous, avec les conseillères. On se voit demain. Si vous pouvez arriver un peu avant 8h30. Merci aux interprètes, aux techniciens et voilà, un applaudissement pour tout le monde.